Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. 10 accidents de la route, 46 blessés et 1 mort sur l'axe Louga-Saint-Louis. Bilan des sapeurs-pompiers à jour J-1 du Maoulid. Les soldats du feu qui s'engagent dans la collecte de poches de sang à Fatick. Objectif, éviter des pénuries et répondre aux besoins pressants des accidentés de la route. 64 accidents enregistrés rien que pour le mois d'octobre dernier. Le collectif pour la sauvegarde du littoral et de la pêche contre la nomination de Alioune Ndoye à ce département. Il demande un homme du sérail et interpelle les autorités sur la brèche qui a fait 415 morts à Saint-Louis. Sonacos prend les devants, financement de la campagne arachidière 2019-2020 déjà bouclé avec la BID et avant même la fixation du prix aux producteurs. Les OPS s'en réjouissent et disent attendre de voir des résultats probants sur l'application de ces promesses sur le terrain. Les actualités internationales, Georges Déthié-Diop. Deuil national de 3 jours au Burkina Faso à partir d'aujourd'hui. Cela fait suite à l'attaque d'un convoi minier qui a fait 38 morts mercredi dernier. Au Mali, le chef djihadiste Amadou Koufa, placé sur la liste terroriste des États-Unis, le département d'État l'accuse d'être responsable de la mort de plus de 500 civils depuis 2 ans. Sommet extraordinaire sur la crise politique en Guinée-Bissau. José Mario Vage, le grand absent. Le président bissau-guinéen n'a pas fait le déplacement. Développement à partir de midi et quart. Les sports, cher Tidiane Diagne. Rugby CAN à 7 tournois qualificatifs au JO Tokyo 2020. Entrée en matière réussie par les Lions de la balle ovale. Ils ont battu ce matin le Maroc et sont à l'instant en train de jouer leur deuxième match. Nous allons aussi nous intéresser au renouveau du football mauritanien incarné par le FC Nouadhibou qui a rejoint la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Aussi, pour terminer ce journal, nous allons aussi parler des championnats étrangers qui se jouent en Europe. À la technique de ce grand journal, il y a Abdou Cham à la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Journal du Maoulid en direct de Tivaouane en fin d'édition, mais un avant-goût déjà. El Hadj Ndiogou Diène, bonjour. Bonjour Binta et bonjour à tous. Quel sera le menu du journal ? Dans le journal du Gamou, nous allons revenir sur la déclaration du Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui a annoncé l'achèvement des travaux de la grande mosquée de Tivaouane à l'arrêt depuis des années. Une déclaration faite hier soir lors de la clôture de la Bourda. Nous parlerons aussi du problème d'assainissement à Tivaouane qui inquiète les habitants de la cité religieuse. Et puis, Binta, nous allons vous proposer un reportage sur le chômage des jeunes à Tivaouane et un autre sur l'ambiance et qui n'est plus la même au domicile des défunts Khalif des Tidjanes, Serigne Mansour Sy Borom Daradji et Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin. Rendez-vous est pris en fin d'édition. El Hadj Ndiogou Diène, merci. Les sapeurs-pompiers font leur bilan à jour J-1 du Gamou. 10 accidents de la route, 46 blessés et 1 mort sur l'axe Louga-Saint-Louis, plus précisément à Rao. Collision entre 2 véhicules particuliers. Un bilan revu à la baisse, contrairement à l'année dernière. Le capitaine Moussa Diagne au micro de El Hadj Ndiogou Diène. On a enregistré 10 accidents de la circulation qui ont fait 46 blessés, dont un corps sans vie. L'accident en question qui a fait le corps sans vie s'est passé à Rao sur l'axe Louga et Saint-Louis. Donc pour les autres activités, on a enregistré 4 malades sur la voie publique, un accident divers. Assainissement, on en a eu 2. Les alertes motivées, 1. Le total des sorties aujourd'hui est égal à 26 pour 51 victimes, dont un corps sans vie. Comparé à l'année dernière, quelle était la situation à pareille période à 24 heures du Gamou ? Comparé à l'année dernière, le bilan est plus favorable parce que l'année dernière, on était à 22 sorties pour accident de la circulation contre 84 victimes, dont 3 corps sans vie. Le capitaine Moussa Diagne de la caserne des sapeurs-pompiers est également le chargé de l'information et de la communication pour le Gamou. Nous restons à Tivaouane où les fidèles apprécient positivement l'annonce du Khalif général des Tidjanes sur la reprise des travaux de la grande mosquée. Ils promettent même de contribuer financièrement à la réalisation du projet. Nous retrouvons un de nos envoyés spéciaux, Abdourahmane Diallo.
un homme avec un chapelet rencontré à côté de la mosquée Serigne Babacar Sy, Abdou Aziz Diagne approuve la décision du khalife général des Tidjanes qui a annoncé le redémarrage des travaux de la grande mosquée de Tivaouane. Ces travaux de la grande mosquée ont démarré avec l'avènement de El Hadj Malick Sy en 1902 et par la suite Serigne Abdou Aziz Sy a poursuivi les chantiers, mais depuis quelque temps les travaux sont en stand-by. Donc si aujourd'hui le khalife général annonce le redémarrage, on n'a qu'un seul sentiment, c'est la satisfaction, car c'était le vœu de tous les fidèles Tidjanes. Une autre disciple Tidjane, Astou Fall, abonde dans le même sens. On rend grâce à Dieu. Franchement, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très contente de cette annonce. Maintenant, la seule chose qu'on souhaite, c'est de revoir la reprise des travaux. Wali Sarr exhorte les talibés à contribuer à l'achèvement de la grande mosquée de Tivaouane. D'ailleurs, il fait partie du COSCAS, comité d'organisation du Gamou. Dans toute chose, il faut innover parce que ça fait pas mal d'années qu'on vit chaque jour la même chose. Lui, s'il voit qu'on doit innover, parce qu'on doit innover quoi. On demande à tous les talibés de l'encourager dans cette dynamique et de bien faire quoi pour la bonne marche du Mawlud et tout ce qui se passe à Tivaouane. Cette annonce du redémarrage des travaux est bien accueillie par les talibés tidjanes. Ils ont hâte de voir la reprise des chantiers de la grande mosquée de Tivaouane. Abdourahmane Diallo, Tivaouane, pour la RFM. Et à Dakar, Abdourahmane, également la célébration de la naissance du sceau des prophètes, paix et salut sur lui, sera célébrée avec face. De copieux mets sont au menu dans plusieurs familles, entre couscous et poulet frites. J'en connais qui ont déjà l'eau à la bouche, n'est-ce pas Lamine Ba, Ziguinchor? Reportage Djouma Diouf. Beaucoup de personnes comptent célébrer le Gamou à Dakar. À l'occasion, des mets délicieux se préparent. Rencontrés aux alentours du marché Tilène, cette dame a déjà une idée des plats à préparer. On va préparer de bons tchérés ou sinon du couscous marocain accompagné de poulet et faire plaisir aux enfants. Comme ça, ils vont aussi célébrer le Gamou. Astou aussi est dans la même situation. Le poulet sera bien au rendez-vous. Je vais faire de la salade avec du poulet. Je compte bien préparer de bons plats comme tout le monde. Madame Konaté, vendeuse de légumes, dit être prête à se mettre au fourneau. Seul objectif, faire plaisir à ses enfants et à son mari. Pour ma part, je vais préparer du couscous avec du poulet. Je compte bien faire pour que mon mari soit content. Pour Tala Bizoutier, la nuit du Gamou est célébrée par des récitals du Coran et des Rassaïdes. Selon lui, tout plat bon pour la santé est le bienvenu. La nuit du Gamou, je vais réciter les Rassaïdes de Serigne Touba, mais également lire le Coran. Tu sais, moi, je suis un talibé et donc je n'ai pas de préférence pour les plats. Je vais manger tout ce qui est bon pour la santé. Le Gamou est célébré par tout musulman, chacun où il veut. Le plus important est de rendre grâce à Dieu et à son prophète Mohammed. Djouma Diouf qui a, elle, choisi de préparer du Nyalaigne. Medina Baye également dans la ferveur religieuse du Gamou. Une vingtaine de pirogues a accosté tout à l'heure au port de Kaolack pour débarquer des pèlerins. Issa Sall, l'un d'eux, au micro de Ibrahima Djamé. Il est le président de la communauté insulaire Djamiatul Amsadine de Foundiougne. Nous sommes encore mobilisés et nous ne serons jamais fatigués d'être mobilisés pour venir célébrer avec notre cher cette nuit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir cette communauté insulaire dans le département de Foundiougne qui s'est mobilisée en pirogue. Elle pourrait prendre le chemin comme tout le monde, mais aujourd'hui, ils ont voulu véritablement magnifier, ils ont voulu véritablement montrer aux chers que lui qui avait quitté Kaolack, lui qui avait quitté le Saloum, au moment très difficile, dans la période où les pirogues n'étaient pas motorisées et qui a bravé corps et âme, qui a bravé la mer, qui a bravé le vent et qui les a trouvés dans les îles du Saloum, aujourd'hui eux aussi, pour véritablement rendre grâce à Dieu, pour aussi saluer cet acte, pour aussi montrer combien il les a sauvés, ils ont pris les pirogues de Niodior jusqu'à Fayako pour venir aujourd'hui à Foundiougne, à Kaolack. Véritablement, c'est une très belle organisation pour la communauté insulaire que nous remercions au passage. Ce matin, il y a 25 pirogues qui sont arrivées. Hier, il y avait des pirogues qui étaient là et demain, d'autres pirogues seront là. Donc, nous pouvons aller jusqu'à 80 pirogues dans les îles du Saloum. RFM,
fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. RFM Midi. Binta Diallo. Vous suivez le grand journal sur la radio en puissance à 12h10 à Fatick. Les sapeurs-pompiers s'engagent à mettre fin aux ruptures fréquentes de poches de sang à l'hôpital régional. Les soldats du feu ont initié une collecte de dons de sang, Fatick étant une région accidentogène. Rien que pour le mois d'octobre, 64 accidents de la circulation ont été enregistrés. L'appel de Aminata Goudiaby. Les sapeurs-pompiers de Fatick ont été beaucoup sollicités le mois dernier. Une soixantaine de leurs interventions ont concerné des accidents sur la voie publique et plusieurs victimes ont été dénombrées, dont des pertes en vies humaines. Le lieutenant Mansour Faye est le commandant de la 32e compagnie des sapeurs-pompiers de Fatick. On a enregistré 64 accidents impliquant plus de 125 victimes, rien que le mois passé. Dans le secteur de Fatick, il y a eu 40 accidents. À Gossas, il y en a eu 12. À Fimela, il y en a 11. Et à Founioune, il y en a une. Si vous faites le cumul, c'est 64 accidents dans le secteur de la 32. Le mois de septembre, on avait enregistré 42. Et le mois d'octobre, 64. Donc il y a eu une hausse de 22 accidents. Et dans le cadre de ces activités sociales, la caserne des sapeurs-pompiers de Fatick a organisé une journée de don de sang. L'objectif est de prêter main forte à la banque de sang de l'hôpital régional de Fatick, en prélude au Maulid. Par rapport au Gamon, on sait que l'axe sera très fréquenté, l'axe qui mène vers Kaolack. Donc on l'a organisé juste pour aider le centre à avoir 10 sang, mais aussi pour faire face éventuellement aux accidents qui pourraient survenir durant le Gamon. La banque de sang de l'hôpital de Fatick est très peu fréquentée, ce qui provoque souvent des ruptures de stock, selon Alexandre Mbanik-Gueye, technicien de laboratoire dans la dite structure. Comme toutes les banques de sang, nous sommes parfois confrontés à des ruptures. La dernière situation de rupture, c'était au mois d'octobre. Et l'autre difficulté qu'on a aussi, la population de Fatick n'a pas la culture de donner son sang. Les gens ne viennent pas volontairement donner leur sang. Le taux de fréquentation, on l'avait calculé, mais ça diffère. Mais c'est de moins de 20%. L'hôpital de Fatick envisage d'organiser une vaste campagne de sensibilisation pour mieux faire connaître la banque de sang. Et beaucoup d'habitants de Fatick semblent ignorer son existence. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Université Alioune Diop de Bambey, les 7 étudiants arrêtés suite à une manifestation de leurs camarades ont été libérés ce matin. Les étudiants parlent d'actes d'intimidation et soutiennent que la lutte va se poursuivre pour de bonnes conditions d'études. Babacar Diouf. Ils étaient un total de 7 étudiants interpellés par la police de Bambey hier. Les étudiants ont été pris pour responsables de troubles à l'ordre public et entraves au bon fonctionnement de l'administration universitaire. Libérés aujourd'hui, ces étudiants assimilent ces arrestations à une forme d'intimidation qui ne passera pas. Omar Diallo Diouf, un des délégués de la coordination des étudiants de Bambey. La situation devient de plus en plus pire parce que aussi tout ça est dû à la réquisition que le recteur a donnée aux forces de l'ordre. Nous, ce qu'on peut dire, c'est lui-même, le recteur en personne, qui doit assumer ses responsabilités parce qu'il nous a déclaré la guerre. Et à ce moment-là, on n'est pas prêt pour reculer. Je dis bien, on n'est pas prêt pour reculer. Et que si cette situation continue à persister, nous allons prendre les devants, Inch'Allah. Parce qu'on ne peut pas concevoir des étudiants qui sont des innocents, qui n'ont rien fait. Ils ont été arrêtés parce qu'ils sont en train de demander leurs droits. Mais ils n'ont rien fait, ils n'ont rien détruit. La suite de leur mouvement dépend de l'Assemblée générale qu'ils tiendront dans les prochains jours. Pour rappel, les étudiants de Bambey sont allés en grève illimitée pour réclamer de meilleures conditions de vie dans les différents campus de l'université. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Le collectif pour la sauvegarde du littoral et de la pêche ne veut pas de Alioune Ndoye à la tête du ministère. C'est un homme du Sérail qui peut apporter des solutions aux difficultés du secteur. Il interpelle par ailleurs les autorités sur la brèche avec ses 415 morts depuis 2003 à Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Le collectif pour la sauvegarde du littoral et de la pêche déplore la logique politique qui a présidé au remplacement de Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du ministère de la Pêche. Son président Baïdié explique que l'heure est à l'urgence pour le règlement des problèmes liés à la pêche. Le collectif pour la sauvegarde du littoral et de la pêche que je dirige constate encore une fois le désintérêt manifeste des autorités pour le secteur de la pêche. Le ministère n'est rien d'autre qu'un extrapotin pour recaser un personnel politique inassouvi. Les nombreuses interpellations qui nous préoccupent, notamment à Brèche, la raréfaction des ressources, l'exploitation prochaine du gaz et la forte immigration
des communautés de pêche sont autant de problèmes qu'il convient de voir comment solutionner de manière durable. Aujourd'hui, la pêche joue un rôle important dans la sécurité alimentaire et ne doit pas être banalisée au profit de l'exploitation du pétrole et du gaz. Aussi, la pêche joue un rôle important dans l'alimentation des populations, le commerce intérieur. Et la pêche crée une devise, et d'autres choses. Donc l'État ne doit pas favoriser l'exploitation du gaz au détriment de l'intérêt des pêcheurs. Le collectif invite également à l'ouverture de négociations avec les pays limitrophes du Sénégal pour aider les pêcheurs à trouver des licences de pêche qui intègrent plus d'espèces car il y va de leur sécurité. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. La Sonacos a reçu un financement de 30 milliards de francs CFA pour les besoins de la campagne de commercialisation de l'arachide édition 2019-2020, un financement de la BID, avant même que le prix aux producteurs ne soit fixé par le CNIA. Les opérateurs privés stockeurs saluent et disent attendre le résultat sur le terrain. Papa Balagui. 30 milliards de francs CFA de disponibles avant le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide. Pour cette année, les opérateurs privés stockeurs applaudissent. Selon Moudefal, président de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs du Sénégal, l'espoir est permis pour mettre un terme aux bons impayés notés lors des campagnes précédentes. La contrainte majeure, c'était le manque de financement, le retard des paiements des juillet. Ça, vraiment, c'est toujours le blocage entre l'usine et les opérateurs. Vu que cette année, on a appris que la Sonacos a déjà un financement de 30 milliards, vraiment, je crois que c'est une excellente idée. Bon, il faut qu'il poursuive le cas de financement parce que c'est pas suffisant. Avec un objectif de 150 000 tonnes d'arachide, la Sonacos a changé de méthode désormais. Directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada estime que les banques relais ne vont plus assurer le financement de la campagne comme auparavant. Pour prendre l'exemple de l'année dernière, c'est parce que souvent les premiers décaissements arrivaient tard. Par exemple, l'année dernière, le premier décaissement est arrivé le 27 janvier 2019, près de 2 mois après le démarrage officiel de la campagne. Cette année, par le principe de l'anticipation, nous avons réussi à mobiliser le financement fin novembre. Donc, on n'a pas besoin d'emprunter de l'argent aux banques parce que si vous empruntez, il y a des intérêts qu'il faut payer et souvent aussi, vous êtes un peu à la solde de la banque qui vous prête de l'argent. Mais les banques vont pouvoir bénéficier des financements parce que les financements seront logés à ces différentes banques. La trouvaille, une deuxième tranche, est attendue dans les mois à venir, ajoute le directeur général de la Sonacos. C'est une première tranche qui sera là et courant décembre, en cas de besoin, une rallonge de 21 millions d'euros prévue. Le prix aux producteurs et la date de démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide connue dans les prochains jours. La Sonacos et les OPS attendent la décision de la tutelle pour l'heure. Il y a des paramètres pour fixer le prix, évidemment. Il y a le marché international, il y a le marché local, il y a beaucoup de choses que les acteurs prennent en compte, c'est le prix. L'année dernière, on a fait 210. Trop de difficultés souvent notées pour le stockage de l'arachide acheté auprès des opérateurs. La Sonacos annonce la mise sur pied de centres de réception intermédiaires, une façon de désengorger les sites traditionnels. Mise en service du TER ou alors fin des travaux au 30 novembre préalablement annoncé par l'APIX. Le directeur général du CNTER se veut plus prudent. Abdou Ndenessal ne veut pas, lui, s'engager dans des dates. C'est parce qu'il y a des autorisations d'exploitation à recevoir d'abord. Au micro de Babacar Fall dans RFM Matin en direct de Tivaouane. On ne peut pas donner de date, c'est simplement l'exploitation commerciale va se faire lorsqu'on aura l'autorisation de mise en exploitation commerciale avec une certification. Et maintenant, on a recruté quand même un cabinet assermenté qui fait la certification de l'exploitation ferroviaire dans beaucoup de pays, en France et dans les autres pays, qui est là, qui s'est déjà mobilisé pour certifier quand même les travaux, certifier le fonctionnement et les systèmes. Lorsqu'on aura fini cette certification, quand même, on aura l'autorisation de mise en exploitation commerciale pour débuter quand même l'exploitation. On avait déjà donné plusieurs échéances. C'est une certification. Une certification, c'est un examen qu'on fait. Si la certification n'est pas adéquate, ils vont nous demander quand même de rectifier certains travaux. Donc,
c'est à cause de ça. Mais normalement, c'est 2 semaines après la fin des travaux. Normalement. Et la fin des travaux La fin des travaux, il y aura un petit glissement seulement, mais quand même, les travaux, l'ensemble des travaux sont presque terminés. Il reste simplement le confinement mural et quelques passerelles pour permettre aux populations d'avoir une mobilité sociale vraiment adéquate. On doit comprendre quoi, Abdoulaye Nessal, que le TER, c'est pas pour 2019? Non, le TER, c'est pour 2019. Donc, on ne doit pas comprendre que le TER, c'est 2019. Je vous ai dit que si les travaux se terminent, on aura 2 semaines pour faire la certification. Et actuellement, on est en fin octobre. Donc, ça dépendra de la fin des travaux et de la certification. Le Front pour une révolution anti-impérialiste et panafricaine FRAPP France Dégage. Ce mouvement citoyen lutte contre toute forme d'oppression que la France utilise contre ses anciennes colonies, le Sénégal surtout. Mais vous l'avez constaté, il n'y a que Guy Marius Sagna et ses camarades qui sont sur tous les fronts, de la politique à l'éducation en passant par les hydrocarbures. Alors, question, la stratégie de l'éparpillement est-elle opérante? Mohamed Ali Mouba. Membre du Front FRAPP France Dégage, Guy Marius Sagna justifie l'activisme débordant de son mouvement qui s'intéresse à tous les sujets. Nous contribuons, nous FRAPP, à réinventer la politique en termes de gestion des affaires de la cité. Toute organisation qui se respecte devrait pouvoir se prononcer sur toutes les questions d'enjeux majeurs, que ce soit l'eau, l'électricité, la sécurité, l'éducation, la santé. On ne peut pas avoir un peuple qui a mal partout et dire qu'on ne s'occupe en fait que du mal au niveau de tel membre du corps et laisser les maux qui gangrènent les autres membres du corps sénégal. Spécialiste de la communication, Bakary Domingo Mané analyse la stratégie. Cela peut s'expliquer dans un pays où tout est prioritaire selon lui. Évidemment, ça c'est une très bonne chose. Le fait que l'opinion apprenne que FRAPP est toujours aux côtés, n'est-ce pas, des populations. Et quel que soit, disons, le dossier, agité, FRAPP est toujours là, n'est-ce pas, à ses côtés. Mais attention à ne pas trop embrasser. La conséquence du point de vue communicationnel, c'est, la valeur même, de son discours. C'est-à-dire que le discours se déprécie au fur et à mesure, n'est-ce pas, qu'il essaie d'être dans tous les coups. Finalement, si on y prend garde, ça risque d'aboutir à ce que je pourrais appeler la banalisation. Qu'à cela ne tienne, Guy et ses amis sont sur tous les fronts. RFM. L'actualité internationale. Et Georges Diop est lui sur le front de l'international. Bonjour Georges. Bonjour Binta Diallo. Au Burkina Faso, le drapeau national est en berne. Deuil national de 3 jours à compter de ce vendredi. C'est au lendemain de l'attaque d'un convoi minier. Attaque qui a fait au moins 38 morts et des dizaines de blessés. Le président Kaboré s'est adressé hier à la nation. Il a traité cette attaque de barbarie inqualifiable et d'acte ignoble d'une autre époque visant à semer la psychose au sein du peuple burkinabé, à déstabiliser la démocratie. Et pour y faire face, Roch Marc Christian Kaboré a appelé à la mobilisation générale. Et au Mali, le chef djihadiste Amadou Koufa est placé sur la liste noire des États-Unis. Selon Jeune Afrique, il est accusé d'avoir mené de multiples attaques dans le centre du pays. Amadou Koufa est à la tête de la Katiba Massina affiliée à Al-Qaïda, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel. Selon le département d'État américain, le GSIM est responsable de la mort de plus de 500 civils depuis 2 ans. La décision américaine intervient 2 jours après l'annonce de la mort d'un des principaux responsables du GSIM, le Marocain Ali Maïchou. Le sommet extraordinaire sur la crise en Guinée-Bissau, c'est sans José Mario Vaz. Il est le grand absent. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent aujourd'hui à Niamey au Niger pour examiner la situation politique en Guinée-Bissau. Virginie Léontine Sagna. Après les récentes déclarations du président bissau-guinéen qui dénonce une ingérence étrangère, José Mario Vaz sera le grand absent du sommet à Niamey. L'actuel bras de fer est pourtant né d'un compromis sous les auspices de la CEDEAO. En juin dernier, c'est elle qui a permis au président de rester à la tête de l'État malgré l'expiration de son mandat, mais avec des pouvoirs limités jusqu'aux élections. Désormais, c'est l'impasse depuis le limogeage du gouvernement d'Aristide Gomes par le président la semaine dernière.
Depuis, chacun campe sur sa position. Le président a demandé aux forces de défense et de sécurité d'installer son nouveau cabinet par la force. De son côté, la CEDEAO a lancé un ultimatum aux membres du nouveau gouvernement pour qu'ils démissionnent. C'est ce qu'a fait l'organisation ouest-africaine qui compte taper du poing sur la table. Selon un observateur sur RFI Afrique, la CEDEAO est agacée par cet État membre en permanente instabilité. Toutefois, elle ne peut pas se permettre de laisser pourrir une telle situation. Charles Blé Goudé sera bien poursuivi à Abidjan. La chambre d'instruction du parquet général d'Abidjan a décidé hier de renvoyer l'ancien ministre de la Jeunesse devant le tribunal criminel. La date du procès sera fixée prochainement par le tribunal de première instance. Selon le procureur général de la cour d'appel, les faits pour lesquels Blé Goudé est poursuivi concernent les actes de torture, d'homicide volontaire, de traitement inhumain, d'atteinte à l'intégrité physique, de viol, d'assassinat et d'attentat à la pudeur commis dans le courant des années 2010-2011 et la complicité de ces crimes commis par lui, même ou ses partisans sur l'ensemble du territoire. Charles Blé Goudé est toujours en résidence surveillée à La Haye. Et direction à présent le Bénin, Georges Déthié Diop, où le président Patrice Talon souhaite le retour de Yahi Boni. C'est dans un entretien accordé à RFI et France 24. Il a aussi évoqué la réforme du franc CFA. Nafissatou Sila. Des déclarations fortes faites par Patrice Talon. Le chef d'État béninois annonce son souhait de voir son prédécesseur Boni Yahi rentrer à Cotonou. L'ancien président du Bénin séjourne au Nigeria depuis le mois de juin. Avec la loi d'amnistie promulguée ce jeudi, Patrice Talon affirme que Boni Yahi n'a plus rien à craindre. Patrice Talon l'avait soupçonné d'être l'instigateur des manifestations contre les dernières législatives où l'opposition n'avait pas pu se présenter. Par contre, au cours de l'entretien, le président Talon n'a fait aucune ouverture à l'égard de ses deux principaux adversaires en 2016, Sébastien Ajavan et Lionel Zinsou, tous deux exilés en France. Autre déclaration forte, la réforme du CFA. Talon brise l'omerta sur ce sujet tabou. Il annonce au micro de RFI et de France 24 que cette réforme est aujourd'hui approuvée par tous les chefs d'État de l'UEMOA. Et au Canada, la réforme de l'immigration fait débat. Cette loi a installé le tollé et l'indignation pendant une semaine avant que les étudiants étrangers travailleurs temporaires ne fassent pression pour faire reculer François Legault et son gouvernement. Ils sont soutenus par des avocats, l'opposition québécoise et des employeurs. Mamoudou Aïchandiaï. Entre l'humilité et l'humiliation, le premier ministre François Legault du Québec choisit la prudence. Prudence, puisque selon le Premier ministre, la loi controversée et contestée sur l'immigration n'a pas bien étudié selon son gouvernement. Les chefs d'entreprise, la Chambre de commerce, les régions, universités, collèges professionnels se sont tous unis pour contester une loi synonyme d'une insensibilité gouvernementale avec moins d'étudiants, moins de jeunes, moins d'emplois dans le secteur à forte demande de main-d'œuvre. Voilà qu'un désastre de communication, un errement plus d'une semaine, a été accordé aux travailleurs immigrants, étudiants qui étaient contraints à rentrer après leur formation, puisque dans cet état de fait, le programme de l'expérience québécoise, le PEC, leur a été refusé, sésame nécessaire à la résidence permanente ici au Canada. Avec cette levée de restrictions, c'est tout un soulagement chez les étudiants qui ont bâti le macadam hier soir devant un restaurant où le Premier ministre, François Legault, s'est dit désolé de cette situation. Un recul stratégique qui contraste avec une économie, une gestion des finances publiques ici à Québec, où des surplus financiers sont attendus pour les ménages et les familles canadiennes. Pour la communauté sénégalaise de Québec, elle reçoit la visite officielle de son Excellence Madame l'ambassadeur Viviane Bampassi, où la section sénégalaise va renouveler des documents et passeports de ses ressortissants au niveau de ce consul. De Québec, la correspondance de Mamoudou Aïchandiaï pour Radio Futur Média. Et c'est la fin de cette page internationale, Binta Diallo. Merci beaucoup, Georges Déthié Diop. RFM Sport. Une page des sports que nous démarrons avec du rugby à 7. Le Sénégal remporte son premier match de groupe.
Rugby donc à cette tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, entrée en matière réussie pour les Lions de la balle ovale. Ce matin, le Sénégal a dominé le Maroc par 29-17 pour sa deuxième sortie prévue à l'instant. Les Lions se frottent aux favoris du tournoi. Il s'agit du Kenyan. C'est le ministre des Sports Matar Ba qui va remettre cet après-midi les couleurs nationales à la délégation sénégalaise. La cérémonie est prévue au siège du ministère des Sports à partir de 17h. Le Sénégal qui va participer à la Coupe du Monde 2019 de beach soccer prévue au Paraguay du 21 novembre au 1er décembre. Le Sénégal partage sa poule avec la Russie, la Biélorussie et les Émirats arabes unis. Sodetiam qui revient sur le parcours des Sénégalais pour ces derniers instants. Le Sénégal a disputé sa première Coupe du Monde en 2007 et depuis, il n'a raté que l'édition de 2009. Pour ses débuts, le Sénégal avait atteint les quarts de finale et termine à la 5e place, son meilleur résultat au mondial. Le Sénégal a aussi joué les quarts de finale en 2011 et termine à la 7e place, puis en 2017 pour se retrouver à la 6e place. Par contre, en 2008, 2013 et 2015, le Sénégal n'a pas dépassé la phase de groupe. Pour cette édition 2019, l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal veut faire mieux que les éditions précédentes, autrement dit, accéder aux demi-finales. Depuis leur sacre en Coupe d'Afrique des Nations en 2018, l'équipe de Ngala Sylla ne cesse de peaufiner ses armes. D'abord, les Jeux africains où les coéquipiers de Alcine Ndiaye ont montré leur suprématie en Afrique en remportant le trophée. Ensuite, le Sénégal a participé au Mondialito au Portugal où il termine 2e. Toujours dans le cadre de la préparation, l'équipe du Sénégal a joué 2 matchs amicaux qu'il a remportés face à un club marseillais. L'équipe de beach soccer du Sénégal a aussi participé aux Jeux mondiaux de la plage, mais malheureusement, les Lions du beach s'arrêtent au premier tour après 2 victoires et une défaite face à l'une des meilleures nations de beach soccer, l'Iran. Malgré cela, l'équipe du Sénégal a enchaîné avec un autre tournoi, la Copa de Lagos, où le capitaine Alcine Ndiaye et ses coéquipiers ont encore soulevé le trophée. Une source de motivation pour bien aborder la Coupe du Monde au Paraguay. Le football local en Mauritanie qui prend petit à petit son envol. Le renouveau donc dans ce football mauritanien incarné par le FC Nouadhibou qui rejoint la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Aussi, les équipes nationales parviennent depuis quelque temps à faire leur trou sur le continent. Il y a bien une explication selon le rédacteur du site en français du FC Nouadhibou, aussi membre du département communication de la FMF, la Fédération mauritanienne de football, son nom Abadi Diou. FC a mis sur place un projet sous-tendu depuis maintenant 5 ans et voilà donc ce projet a porté ses fruits. Avant le début du championnat, il a amené un nouvel entraîneur espagnol qui a remplacé le grand coach camerounais Mourinho Ndoya qui a remporté le championnat 2 fois consécutifs. Et voilà, cette fois-ci, il a décidé vraiment d'atteindre la phase de groupe et c'est ce qu'ils ont réussi. Parce que le président Abdoul Aziz Bouguerbal, un homme d'affaires qu'il est, il a beaucoup investi dans ce club pour vraiment amener le club dans le sommet du football africain. Et voilà, maintenant, FC Nouadhibou a réussi à intégrer la phase de groupe grâce à l'exploit de ce nouvel entraîneur qui est venu et a fait un travail vraiment exceptionnel. Des championnats de foot à l'étranger. Nous démarrons par la France. C'est la 3e journée. Cet après-midi à 19h45, Nice va en découdre avec les Girondins de Bordeaux. Demain samedi, pour la suite des rencontres, il faudra suivre notamment la sortie du PSG en déplacement à partir de 16h30 chez Brest. D'autres rencontres sont prévues, notamment ce choc de vente opposé. L'AS Monaco à l'équipe de Lyon. C'est prévu pour dimanche prochain. Et puis nous enchaînons avec le championnat espagnol. C'est la 13e journée. La 13e journée donc qui va démarrer dès cet après-midi à 20h Real Sociedad Leganés. Il faudra aussi suivre les cadors que sont l'Atlético Madrid, l'FC Barcelone ou le Real Madrid. Le Real Madrid qui joue donc déjà demain à 17h30 contre la formation d'Eibar. Real Madrid qui est 2e et puis l'FC Barcelone toujours demain samedi à 20h joue contre le Celta Vigo. Atlético Madrid joue contre la formation de l'Espagnol de Barcelone. Ce sera le dimanche à partir de 15h. 20h le choc de Séville entre l'FC Séville et la formation du Betis Séville. En Angleterre, c'est la 12e journée. Un match qui cristallise les attentions et qui va se jouer donc dimanche. C'est le choc entre Liverpool, le leader, et son dauphin Manchester City. 6 points séparent les deux formations. Toujours ce dimanche à 14h, Manchester United Brighton. Mais déjà ce soir à 20h, Norwich Watford. Samedi, Chelsea Crystal Palace. Tottenham joue contre Sheffield le premier à partir de 15h. 17h, Leicester contre Arsenal. En Allemagne, c'est la 11e journée qu'on va entamer ce vendredi
mercredi à 19h30. Cologne joue contre la formation d'Offenheim. En Italie, c'est la 12e journée. À 19h45 ce soir, Sassuolo-Bologne. Demain samedi à 17h, Inter de Milan et Hellas Vérone. 19h45, Napoli-Genoa. Dimanche, pour la clôture de la journée, un classique entre la Juventus de Turin et le Milan AC. Et puis pour revenir au rugby à 7, donc la Coupe d'Afrique des Nations qualificative aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le Sénégal, je le disais tantôt, a battu en ouverture la formation du Maroc sur le score de 29 à 17. À l'instant, pour la deuxième sortie, le Sénégal a été largement dominé par le favori, on le disait, le Kenya, sur le score de 50 à 0. Merci beaucoup.